Sword and Baguette. Bonjour à tous, bienvenue sur Sword and Baguette. On va vous faire une petite vidéo comme on a l'habitude pour parler un petit peu méta. Si vous voulez vraiment un peu plus de blabla sur pourquoi on fait ce type de vidéo, pourquoi on le fait, je vous ramène à la première vidéo, celle de novembre 2024. Donc ça fait, ou peut-être même d'octobre, ça fait un mois ou deux qu'on n'a pas fait le point. Globalement, l'objectif du format, partager les informations. Encore une fois, ce qui compte, c'est d'avoir accès aux data. Il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver et de perdre parce qu'on ne savait pas que quelque chose existait, aucune liste existait ou des choses comme ça. Rassurez sur la variété des listes de The Old World, vous allez voir, la méta évolue lentement, dans un bon sens ou pas. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est qu'elle évolue. Et surtout, elle évolue sans que Games mette des facs ou des choses comme ça. Encore une fois, on va pas refaire tout le laïus et de mettre en avant des compositions, parce qu'il y a 2-3 trucs qui sont sympas encore qui sont sortis. Il y a des choses qui sont vraiment tables, c'est-à-dire qu'on voit gagner des tournois depuis le début d'année précédente, depuis le début 2024. Il y a des compos qui tournent, qui fonctionnent, qui bien, c'est bien hein, que aussi certaines choses fonctionnent, qui fonctionnent en février 2024, fonctionnent toujours en décembre 2024, toujours positif. Mais on a aussi les gens, l'évolution, les joueurs qui font évoluer leur liste de manière à performer. Au niveau des sources, MetaHammer, vous avez accès à toutes les listes. Voilà, les listes qui fonctionnent. Donc si vous avez fait un top 4, enfin si une liste a fait un top 4 dans un tournoi, vous allez la retrouver sur MetaHammer. Alors après attention, hein, il y a aussi des tournois de 4 joueurs qui rentrent dedans, donc forcément faire top 4 à un tournoi de 4 joueurs c'est relativement facile. Mais bon, en général j'essaie de pas les sélectionner, mais voilà, c'est toujours important de bien checker combien il y a eu de rondes, combien il y avait de trucs. De participants, et surtout est-ce qu'il y avait des règles particulières dans les tournois en question. Là on va parler de tournois uniquement en 2000 points. Sur la précédente il y avait un tournoi en 2500 points qui avait été fait, je l'avais mis aussi. Le 2000 points est le format le plus équilibré et le plus varié qu'on a sur The Old World. Voilà, je vous encourage fortement à passer le pas, à vous entraîner pour jouer, notamment être capable de jouer une partie à 2000 points en 2h30, 3h. Voilà, ça doit être globalement votre objectif de jeu si vous voulez être capable tout simplement de profiter du jeu comme il a été designé quoi. Donc voilà, au niveau, voilà, le petit rappel très important, The Old World n'est pas un jeu de liste, dans le sens où c'est pas la liste qui va vous faire gagner à elle toute seule. On n'est pas sur un core games où la liste va faire 80% du boulot, les 20% restants, ça va être 10%. Est-ce que mes dés sont capables de faire les résultats espérés? De plus, reroll des as, typiquement, il y en a très très peu, voire pas, sur The Old World, de manière à ce qu'il y a toujours une part de chance qui est un peu plus importante, et donc la gestion de l'aléatoire doit rentrer dans votre gameplay, et où les choix du joueur ne vont pas se résumer à est-ce que je suis capable de reproduire un plan, mais bien est-ce que je suis capable de m'adapter, etc. Dans tous les cas, si vous jouez mal, c'est-à-dire si vous débutez, etc., si vous ne savez pas ce que vous faites avec une bonne liste, vous allez toujours mieux vous débrouiller que si vous jouez mal avec une mauvaise liste. Et de la même manière, si vous jouez bien avec une mauvaise liste, vous allez souvent mieux vous en sortir que si vous jouez mal avec une bonne liste. C'est très très bête, mais voilà, il y a un premier skill de scap, un premier skill cap qui apparaît. Et évidemment, si vous jouez bien avec une bonne liste, vous allez faire de meilleurs résultats que si vous jouez bien avec une mauvaise liste. Donc en gros, le but de cette vidéo-là, c'est pas de vous faire passer de mal joué à bien joué, ça il y a d'autres vidéos qu'on fait sur la chaîne dans ce sens-là, mais bien d'arriver à améliorer les listes en sachant ce qui existe et pourquoi elles existent. Donc on va commencer tout de suite et on va faire le point au niveau des forces fantastiques. Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien. Mais ce jour n'est pas arrivé. Merci Aragorn. Du coup l'Empire, alors vous voyez il y a des listes qui apparaissent, qui fonctionnent. Les premières listes qu'on a vues, qui ont commencé à fonctionner, c'est celles qu'on a notamment que Cacique développe sur son format l'incubateur. D'ailleurs vous devriez bientôt avoir une vidéo pour faire un petit peu la suite de tout ce qui avance. Qui était du triple Pégase, 2 ou 3 sorciers, plus 2 ou 3 grands canons, plus de la machine de guerre en veux-tu en voilà, en gros une gunline impériale. Là on commence à évoluer lentement, c'est plutôt sympathique. Alors attention, il y a eu quelques gros tournois. Ce que j'appelle les gros tournois, c'est les tournois au moins sur 5 rondes. Là on a eu beaucoup de tournois sur 3 rondes en novembre et en décembre.
parce que fin d'année, parce que pas de grosses périodes de vacances, parce que les gros tournois, on le sait, ont lieu globalement de juillet à septembre à l'international. Donc voilà, ça fait qu'on a eu des tournois avec de plus petits effectifs, et du coup sur les tournois sur une journée, bah, vous pouvez toujours avoir des listes qui, même si elles performent pas tant que ça, de base, sont capables de faire un bon classement. Encore une fois, dans ce sens-là, j'ai essayé de mettre en avant les listes qui sont le plus représentatives du format. Là, on est sur du White Dwarf. Vous avez notamment, vous avez le patron sur Griffon Impérial, qui n'est pas le plus visible habituellement, mais qui apparemment fait son taf. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a surtout un hôtel de guerre de Sigmar qui a été mis, donc assez amusant. Et puis après, vous avez des trucs un peu plus classiques avec du patron monté, un gros pack gros pack. On est sur un pack de 30, on n'est pas encore sur les énormes packs, mais un pack de vétérans avec lance, avec la bannière de Griffon, donc on est vraiment sur des gros bonus de rang. On rappelle, la bannière de Griffon permet de doubler les bonus de rang. Ça veut dire que votre pack va monter quand il y a tous ces rangs à plus 4 de résolution. Donc 4 de rang, vous avez la bannière l'ordre serré, donc il va déjà commencer avec un 6 de résolution de combat. Vous mettez en plus une grande bannière, qui est dans ce cas-là la bannière de guerre. Donc vous commencez votre combat avec un bonus de plus 8. Le bonus de plus 8 est très intéressant parce qu'on le rappelle, un dragon, notamment un dragon qui charge et qui tue un champion, il va caper à plus 7. Un point parce qu'il aura tué votre champion à un PEV. 5 points pour avoir fait le carnage. Et un point d'ordre serré. Donc lui va caper à 7. Bah, ça fait que de base, en fait, votre gars, s'il vous charge, il sait qu'il fera rien. Donc déjà, ça lui donne une zone en moins où il n'a pas envie d'aller. Toujours assez intéressant. On rajoute en plus des vétérans, ce qui veut dire que si le mec vous charge de front comme un débile, bah, à ces points de résolution de combat, vous allez être capable de charger sur le flanc grâce à la règle de détachement un dragon, ce qui va vous rapporter un point de charge de flanc et un close order en plus. Donc vous allez commencer à arriver assez rapidement à 9 voire à 10 en termes de résolution de combat sur un mec qui est limité à 7. Comme vous allez avoir plus de pays que lui, l'objectif c'est d'arriver à le faire dérouter et de le poursuivre s'il fait un petit jet de dé ou des choses comme ça. C'est toujours assez intéressant, notamment quand vous allez charger de flanc avec votre pack de vétérans, votre pack de détachement. Comme vous allez charger sur le flanc, au moment où vous allez faire votre pivot pour poursuivre, vous allez pouvoir gagner quelques pouces par rapport à la profondeur de l'unité adverse, par rapport à là où vous êtes placé, etc. Donc il y a des mondes où même un petit pack de détachement peut aller choper comme ça, poursuivre un dragon. Donc voilà, je pense que ça a été conçu un petit peu comme ça. Est-ce que ça fonctionne? Là, dans ce cas-là, ça a l'air d'avoir fonctionné. Ce qu'il faut relativiser, on est sur une armée qui a battu un nain en première ronde, qui a battu des guerriers du chaos avec un dragon en deuxième, et qui a battu du vampire avec Mortis sur la troisième ronde. Voilà, il a fait le boulot, il a clairement fait le boulot. Est-ce que ça s'est passé comme j'ai dit ou pas du tout? Est-ce que c'est simplement le dragon a pris grand boulet de canon dans la bouche, etc. J'en sais rien. Ce qu'il faut mettre en avant, c'est qu'on est sur une liste qui ne joue un seul grand canon, pas d'ingénieur et pas de magot. Le seul sort de la liste, c'est l'anneau rubis de ruine. Donc, une liste qui change, qui a l'air assez intéressante. Voilà, elle existe. Est-ce qu'elle sera facile à manier? J'en sais rien. Mais ce qui compte, c'est d'exister. Ensuite, nos copains les Bretos, voilà, on reste dans du méga connu. Celle-là, il n'y a rien de particulier. On en a parlé notamment dans la vidéo sur le WTC avec CGM qui a fait grand-mère. L'exilé, très très efficace. On est sur la doublette de Baron, la doublette de Pégase. Il a fait le choix de rajouter en plus un paladin porteur de grande bannière sur Pégase. Pourquoi? Bon, ça en fait c'est pour aller chercher les 40 points du corps, de les mettre sur un paladin et de pouvoir booster à mort ces barons. C'est un choix qui est ok, hein. Clairement les 40 points peuvent faire la diff. On note aussi le petit tricks, il a mis la hache de la frontière, la hache frontalière qui fait plus de en force, etc. Il lui a mis la potion de force, donc on sent qu'il veut vraiment aller chercher les gros et les blessés sur du 2+. De base il a force 6, donc sur la plupart des unités ça va aller. Mais un point de force, ça va vous faire endurance 7, donc l'air de rien vous passez sur 3+. Et si sur votre D3 vous faites 3 ou plus, donc plus 2 ou plus 3 en force, vous allez blesser les dragons sur 2+. Donc ça permet vraiment d'aller les chercher beaucoup plus stablement que si vous avez juste votre force 6. Le petit level 3, Lodcast qui est là pour la dissipe, l'or familiar et anneau rubis de ruine plus la magie de bataille.
Donc il va aller mettre des vortex, balancer des boules de feu, enfin voilà, le blaster habituel. Et sans trop de surprise, donc comme je disais, les 2 packs de Pégase, alors qu'ils sont que par 3, avec champion et bannière. Donc pas de musicien, mettez jamais en fait un musicien sur un pack de 3 Pégase. Pourquoi? Parce que dès que vous allez avoir une perte, et vous allez forcément avoir une perte, vous avez une figurine qui a sauté. Donc en gros, si vous mettez 3 mecs d'état-major complet, globalement le 3e ne servira jamais à rien, il sera toujours mort. C'est un petit peu bête, mais c'est le cas. Après, vous avez le choix entre mettre la bannière ou mettre un musicos. La bannière, c'est plus une résolution de combat, quoi qu'il arrive. Mais ça fait 50 points bonus si l'adversaire tu votes pas qu'au close. Versus le musicien qui va vous faire gagner uniquement les égalités si l'adversaire n'a pas de musicien, mais vous fera un bonus pour vous rallier. Encore une fois, c'est du choix, c'est du custom, il n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça. On note en termes de victoires, 3 victoires assez sympathiques, avec le miroir contre du Breton en croisade, en armée de croisade qui jouait 2 packs de Pégase. Pas forcément une liste très intéressante sur le papier, mais bon, en tout cas, il l'a mis en avant. Il défonce un démon double prince du chaos. Les double prince, c'est pas quelque chose qu'on voit, parce que c'est assez cher. Mais il a choisi de faire ça, et là, il s'est fait punir par le Breton. Et une petite victoire contre du guerrier du chaos qui jouait dragon plus double spawn. Bon, voilà. Des match-up assez faciles, entre guillemets, pour l'exilé. On le sait, c'est l'une des meilleures armées depuis février. Ça continue de le prouver, voilà, facile à jouer, permet beaucoup d'erreurs malgré tout, mais peut se faire casser par certaines compos. C'est ce qui fait qu'on en voit moins en termes d'effectifs sur l'ensemble des podiums, parce que les joueurs commencent à se dire « Attends, tout le monde va venir en contre anti-exilé et ça sert à rien ». C'est le gros défaut d'avoir une armée que tout le monde joue, c'est que tout le monde a l'habitude de jouer contre, et si vous commencez pas à maîtriser parfaitement cette liste-là, si vous êtes un joueur qui débute ou qui en fait encore des erreurs de jeu, même si vous avez les petites roulettes pour le vélo, plus la gouttière au bowling qui vont vraiment compenser certaines erreurs de base, au bout d'un certain temps, vous allez vous faire punir. Et c'est là où ça commence à être compliqué, quoi. Le nain, moi je suis super content pour 2 choses. Le nain fonctionne, enfin. Alors, le début est un petit peu compliqué avec les nains, ils avaient un petit peu de mal à faire fonctionner. Mais là on commence à voir du nain, et autant je voyais la force expéditionnaire vraiment très très forte, autant c'est le clan royal qui performe en abo. Donc c'est cool. Alors j'ai pas le détail de ces games malheureusement. Bon voilà. Mais des victoires. Je crois qu'il y a eu des vidéos sur cette liste. Je crois que le gars a fait pas mal de petites vidéos. Si vous avez les liens, n'hésitez pas à les mettre en description. Je pense que vous avez le droit, il me semble. Je crois qu'il explique bien comment il joue sa liste, etc. On est sur ce qui se fait actuellement en termes de clan royal. 2 gros packs, 2 énormes packs. Là, un pack de 28 longues barbes en troupe à 508 points. Un gros pack d'Iron Drake. Donc les 2 sont bien entraînés. Les 2 ont les persos qui vont bien à l'intérieur. Plutôt sympathique. La petite catapulte avec la rune de forge, histoire de dire je te mets des cailloux dans la tronche. Toujours sympa quand vous affrontez une liste avec Behemoth, d'être capable de lui dire en fait t'as le choix. Soit tu viens au corps à corps pour venir chercher tes points, mais je te préviens, j'ai 2 énormes packs blindés de perso, de règles spéciales avec tous les trucs, je vais tanker. Soit tu restes à distance et je vais te dégommer à coup d'Iron Drake et avec ma catapulte. Au final ça marche, je sais pas quel est le plaisir réel qu'on a à jouer seulement 2 packs. Mais je dis ça, je suis en train de jouer une liste Roi des Tombes avec un énorme pack débile d'archers qui tirent empoisonnés. Bon, je vais pas non plus donner trop de leçons de morale au nain. Mais voilà, ça fonctionne. On a vu gagner plusieurs tournois en fait avec du nain de ce type de compo. Tant mieux. Clairement une bonne chose. Des grosses compos d'infanterie avec des gros blocs de nains bien défensifs, bien en colère. Moi je trouve ça plutôt classe. Donc très content que ça fonctionne. Côté aux elfes, deuxième chose qui me rend très heureux, c'est que c'est le même tournoi. Le nain arrivé premier, le elfe arrivé deuxième. C'est du détail, mais c'est important. Avec une grosse liste de savonnettes. 3 packs d'Élyrien, 4 petites colonnes d'archers. Donc on vous rappelle, les archers, ils ont le tir de volée. Donc en fait, si vous faites une colonne, si vous mettez les 5 figurines l'une derrière l'autre, vu que c'est la moitié arrondie au supérieur qui va pouvoir tirer, si vous bougez pas, tous vos mecs vont tirer à tous les tours, comme si vous étiez en ligne, et vous prenez moins de place dans votre zone. Et si vous bougez, vous êtes en colonne de marche, vous êtes capable de faire 15 pouces direct pour aller mettre les pruneaux. Vous positionnez là où il faut. Donc assez intéressant.
Le classique dragon solaire avec sa doublette d'amulette d'opale. Hein, voilà, ça c'est un par testicule en gros. Ça, je crois que ça se tient, ça veut dire que le dragon du coup à début n'est pas le mec qui est au-dessus. Pourquoi pas. On note un petit peu, ouais, il y a un petit côté flemme chez les joueurs ou elfes qui mettent de plus en plus l'arme lourde. On a aussi ça chez les elfes noirs sur leur patron. C'est du grattage de points encore une fois, mais ça fonctionne. Il choisit de jouer donc la save à 2+, au tir, qui passe donc à 3+, au corps à corps, pour mettre ses patates. Dans tous les cas, au pire des cas, il a l'arme de base avec l'arme de Tilmar, si vraiment il a besoin de frapper avec son initiative, enfin, avec son attaque en premier, pas juste à initiative 7. C'est un très bon patron. Ça reste un très bon patron, protégé contre les tirs, rien à dire. La chose qui est assez amusante dans son armée, c'est qu'il a mis un archimage à pied, level 4. Donc on imagine avec le level 4 du dessous qui vont dans le pack de Sword of Everland. Pack de Sword of Everland, alors je suis vraiment pas fan de l'unité, mais il y a pas mal de joueurs qui en sont très contents. Donc on va dire que c'est sûrement une question de gameplay ou d'appréciation de l'unité. Chose assez marrante, là où on voit souvent l'anneau rubis de ruine sur le pack d'Averland, là il a choisi de mettre le Lord Master Cloak, donc qui file une invulnérable à 4+, contre les projectiles magiques. Donc l'air d'Orient, c'est un choix. Alors après, le mettre sur les magos ou sur les squads qui est dedans, bon, s'il le joue comme ça, c'est que ça fonctionne. Il a fait deuxième à un gros tournoi en 5 rondes, donc il n'y a pas de raison d'en dire du mal. On note quand même l'unité de 4 chars de Tyrannok, qui impacte bien, qui a des bons... J'ai eu beaucoup de bons retours de la part des joueurs qui l'utilisaient. Je reste pas trop fan de ce gros pack. 2, je trouve ça bien, je préfère 2x2 à un pack de 4. Parce qu'au pire des cas, t'en perds un, et le reste est capable d'impacter quand même. Mais première vue, ça fonctionne. Ça met suffisamment de touches d'impact pour faire le taf. Et surtout, ça doit protéger un petit peu, mettre les patates là où il faut. Rien à dire, assez intéressante. Liste assez intéressante, de la savonnette avec des trucs qui impactent, donc les chars de Tyrannok et le dragon. Pourquoi pas. Amis aux elfes, éclatez-vous avec ça ou pas. Hein. Restez sur vos listes standards, elles marchent aussi très très bien. Mais l'air de rien, ça doit envoyer quand même. Au niveau des Sylvains, les Sylvains, donc là on est en Espagne. On est sur une liste qui a fait le choix de ne pas jouer de dragon. Donc on a le level 4 sur monture. Alors monture standard, donc c'est assez intéressant. Le level 4 sur standard, donc 2 level 4. 2 packs de sort des épines, un pack de danseurs. Pardon, 2 packs de danseurs. Donc alors ça c'est ce qui me surprend le plus. J'avais joué contre la liste qui mettait 3 packs de sort des épines et 2 packs de Wild Rider de Kurnous, là, les mecs qui chargent et tapent comme des brutes. Là, il met 2 packs de War Dancer. Je suis pas vraiment fan de la liste, mais encore une fois, elle a fonctionné. Bon, c'est un tout petit tournoi, un 3 rondes, 8 joueurs. On est dans une boutique du centre de Madrid. Bon, dans tous les cas, elle a fait son taf. T'arrives avec 8 niveaux de magie. Ça reste, quoi qu'il arrive, assez efficace. Sort des épines, toujours très efficace. Des scouts, du tir empoisonné. On est sur quelque chose de très cohérent avec ce qu'on a vu sur le début de la méta au niveau des elfes sylvains. Ça évolue peu pour le moment. Il a fait le choix de ne pas jouer un dragon. Ça, c'est quelque chose qui est un choix fort en termes de liste. Est-ce que ça va Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Dans tous les cas, ça semble fonctionner. Encore une fois, je suis pas fan de la liste. Je la trouve très, très glace canon, encore plus que les autres listes. Mais au moins, il y a le choix d'avoir joué les 2 packs de scouts en base. Alors, ils les jouent par 7. Est-ce que c'est le meilleur combo ou pas? J'en sais rien. J'aime bien les packs de 10, par 13. Histoire de vraiment impacter, de mettre des grosses patates. Encore une fois, je joue pas Elfe Sylvain, donc on va apprécier. Il a battu du nain du chaos, il a vaincu du chaos loup de mer. Donc c'est pourtant 2 match-ups qui sont pas forcément facile pour l'Elfe Sylvain. Par contre, ce qui est amusant, c'est qu'il fait une égalité contre un autre joueur Elfe Sylvain qui lui joue un dragon. Bon, du coup, si on raisonne en termes de Shifumi pur et dur, la liste dragon du coup vaudrait celle-là. Pourquoi pas? Encore une fois, c'est vraiment pas une armée que je joue, c'est pas une armée que je maîtrise. Donc même si je suis pas fan sur le papier, à partir du moment où ça a fonctionné, ça a fonctionné.
Bon, c'est fini pour les forces fantastiques. On va passer aux forces du bien, les hordes sauvages. Vous goûterez à la chair humaine. Merci Saruman. Bon, allez, on va passer côté... on va traverser l'Atlantique. On va aller voir chez les Canadiens. Ils ont fait un qualifier pour leur grand clash, donc j'imagine que c'est le GT qui est au Canada. Un joueur en bête qui est arrivé avec les fameuses listes de spam. Bon, il y a beaucoup de joueurs qui m'ont expliqué que ça marcherait jamais. Au final, ça fait le taf, ça fonctionne très très bien. Donc on est sur 2 level 4 en élémentalisme et 2 level 2 aussi en élémentalisme. Le but, clairement, c'est de spammer les projectiles magiques, donc les Viltide, les bourrasques si on les tire, et d'avoir pas mal de replacements d'unités avec le portail. Et aussi de penser les petits vortex, pouvoir les spammer si on les sort. Ils sont pas forcément faciles à lancer, mais ils se lancent même avec les level 2. Et en fait, ça permet de mettre des éléments qui vont bloquer les lignes de vue. Donc il y a des mondes où on va pouvoir commencer à spammer des choses. Les gros défauts de cette liste-là, c'est que ces listes sont très sensibles au fiasco. On vous rappelle, si vous faites un fiasco, vous avez grosso modo une chance sur 2 de ne plus pouvoir lancer de sort à la fin. Donc vous pouvez très vite disparaître et votre tour, vous êtes censé démonter l'adversaire à la coup de Viltide. Parce que l'air de rien, la liste en lance 4 par tour. Donc on est quand même sur 20 D6 touches force 1. 20 D6 touches force 1, en moyenne c'est 3 D6 morts. Donc 3 D6 morts, enfin même un petit peu plus, 4 D6 morts. Ça commence vraiment à taper. Sans compter même les relances qu'on va avoir sur le level 4, sur le général qui a le fétiche. Ça commence à être sexy. En base, beaucoup de bandes de guerre, du Warhound, du Razorgore, etc. Énorme défaut de la liste, en fait, c'est que vous avez quand même quelques packs avec PU5. Et les Razorgore, les chiens, etc. sont très sensibles à la panique. On vous rappelle, ils ne peuvent pas utiliser le commandement du général, ce sont des bêtes de guerre. Donc vous allez vous retrouver avec du commandement 6. Et l'air de rien, ça disparaît très vite. Et de la même manière, vous avez 3 packs de 5 en termes d'infanterie. Ce qui veut dire que vos chamans auront très rarement de l'attention chef. Donc vont être susceptibles de se prendre des gros boulets de canon, des gros enlignements, etc. Il va falloir vous cacher derrière les figurines ennemies, derrière les rats ogres, derrière les dragons ogres, pardon, derrière l'enfant du chaos. Je pense pas que la liste soit facile à jouer, mais c'est un choix full MSU qui va frustrer pas mal d'armées, notamment les armées de Death Star. Vous l'avez en gobelin, vous l'avez en roi des tombes. Quand vous avez 140 tirs ou 90 tirs empoisonnés, relance, PA, amélioré, tout l'univers qui va bien, et qu'en face de vous, vous avez que des packs à 30 ou 50 points, vos 600 points, même s'ils font un gros dégât par tour, vous n'êtes même pas sûr de vous rentabiliser sur les 6 tours. Donc plutôt pas mal. En plus, ce genre de pack, vous allez pouvoir le snobber assez facilement. Donc assez intéressant. Bon, il a quand même mis un Gorgon et un enfant du chaos géant. L'enfant du chaos, il l'a mis en Nurgle. Alors c'est le choix qu'on voit le plus. Je préfère Khorne et Slaanesh, mais je comprends la volonté de tanking supérieure. Bon, encore une fois, liste avec capable d'impacter très fortement. Ça c'est très agréable. Par contre, très sensible au moral. Vous capez à commandement 8, même si vous avez la relance sur certaines unités, alors que les unités d'hommes bêtes pur et dur, c'est-à-dire de Gore et les chariots, plus évidemment les unités qui sont liées à la psycho, comme les dragons ogres, le gorgon tant qu'il est fréno, et le spawn. Tout le reste, au final, ça peut très vite disparaître au moral, et ça va être très dur de les rallier. À ne pas la mettre entre toutes les mains. Clairement, à ne pas la mettre entre toutes les mains. Niveau guerrier du chaos, là on va en Italie. On est sur, encore une fois, de la liste très très standard. Donc le patron sur Dragon, toujours les trucs, marque de Nurgle. Les petits trucs marrants, c'est que maintenant on a le talisman du corbeau. Donc en fait ça fait attaque magique et la régénération. Donc en fait vous payez attaque empoisonnée. Donc en fait ça vous permet, pour 5 points de plus que la couronne que vous aviez avant, toujours d'avoir une régène à 5, mais en plus vous gardez attaque empoisonnée, ce qui est assez sympa parce que ça vous permet de ne pas payer d'armes à votre gars qui a toujours l'arme ensorcelée, donc PA-1 attaque magique. Donc au final, pour 5 points de plus, simplement que ce qu'on avait avant, vous gagnez attaque empoisonnée sur vos armes. Donc plutôt pas mal. L'orange entraise, enfin voilà, vraiment du standard. Le level 4 qui le suit, alors là il est sur chariot avec la magie de bataille. Le terme, c'est, en plus là il a 5 sorts avec le spell familiar, c'est d'aller chercher l'arcane urgency pour faire un double move avec votre
avec votre dragon, histoire de vraiment bien le placer. Vous faites en général, vous allez faire marche forcée, et au deuxième tour, vous allez faire, enfin, au deuxième mouvement, vous allez faire juste un mouvement normal et profiter de votre lumbering, votre pesant de Behemoth pour faire un pivot de jusque 90 degrés et vraiment vous placer pour menacer l'adversaire. Donc bonne petite compo, ça a fait ses preuves, ça marche bien. Encore une fois, 2 spawns de Nurgle, 2 packs de Forsaken de Slaanesh, vraiment très très fort. Donc voilà. Alors, petit tricks, quand vous avez beaucoup d'armées qui commencent à avoir 5 sorts et qui lancent les dés et qui galèrent, c'est très très bête. Alors, si vous utilisez des cartes, c'est plus simple, hein, vous allez mettre les 5 cartes devant vous et vous allez les tirer aléatoires. Et si vous avez 5 sorts, en fait, ne lancez qu'un seul dé. Il n'y a qu'un sort sur 6 que vous n'avez pas, donc vous lancez un dé, c'est celui que vous n'avez pas, et comme ça on gagne du temps. Parce que sinon c'est très chiant, vous allez lancer 5 dés, vous allez relancer tous les doubles, et au final, ouais, malheureusement vous avez 4 chances sur 6 de retaper encore un sort que vous avez déjà. Donc ça peut vous faire gagner des fois 30-40 secondes, 1 minute à lancer un dé comme un débile, à essayer de ne pas avoir son double. Bon, lancez juste un dé, c'est celui que vous n'avez pas et ça revient en même. En termes de match-up, assez marrant, donc il a battu un Umbet qui avait un level 4, un level 2. Alors beaucoup de joueurs Umbet en ce moment jouent le Jabber, le Jabber Slide. Je le trouve pas excellent, mais à première vue il le préfère au Gorgon. Ensuite il perd il fait un nul contre un guerrier du chaos, contre un Umbet, je vais y arriver. Avec son level 4, un Dumble, donc ça, mais il joue un Shagot. Encore une fois, le Shagot, c'est pas le mec qui me fait le plus briller en tant que joueur Umbet. Mais on le voit, et derrière, en dernière game, il gagne contre un guerrier du chaos. Alors on n'a pas la liste malheureusement, mais voilà, toujours intéressant. Petite victoire en Italie, 18 joueurs, l'air de rien, donc sur 3 rounds, c'est plutôt pas mal. Roi des tombes, c'est la mode. Alors je vous ai fait un petit truc sur ce qui pouvait marcher ou pas en Roi des tombes, avec les petites combos à savoir. Là on est sur un tournoi en Australie, l'Aerocon, 5 rounds, donc on est sur un tournoi sur 2 jours. Il a fini deuxième sur 18 joueurs, donc c'est plutôt pas mal. Avec une liste qui n'est pas un culte mortuaire. Il joue un roi des tombes à pied, donc c'est assez surprenant. Il joue un level 4, un level 2, un petit Herald. Donc une liste assez variée, avec un petit peu de tout, un petit pack de gardes des tombes. Alors les gardes des tombes, en général, on aime bien mettre soit un Necrotech, ou là. Et il a joué le roi des tombes dedans et le héros. Donc assez fluff, on va dire. Des petites phalanges de 24, un petit pack de 24 guerriers squelettes. Un petit peu de tout. Donc du liste vraiment White Dwarf. Vous regardez, il n'y a pas de doublette en rare, il n'y a même qu'un seul scorpion. Donc plutôt classe, toujours bien en fait de voir des listes comme ça fonctionner. Après ça a fonctionné, on est sur un mec qui a sous-mariné. Il prend une branlée en première contre une horde de trolls. Alors horde de trolls qui est pourtant pas la liste la plus OP du monde. Ensuite, il fait une égalité contre un joueur empire. Joueur empire qui fait défaite, égalité, défaite et qui revient pas le deuxième jour. Donc je pense que ça s'est plutôt mal passé pour lui et que la liste était pas folle. Et après, derrière, il gagne contre du nain avec une liste White Dwarf, pareil, assez variée. Et ce qui est cool, c'est qu'il gagne contre un Breton, alors on n'a pas la liste. Et ensuite, il gagne contre un mec qui jouait KO avec le dragon, la doublette de spawn et du dragon ogre. Donc liste plutôt solide sur la fin, donc bien joué à lui. Même si c'est du sous-marinage, hein, clairement, mais ça lui permet de faire le taf. Plutôt pas mal, et surtout on sort un petit peu des listes des stars de tir empoisonnés ou autres qu'on voit actuellement. Donc plutôt cool. Orkigob, là on arrive sur vraiment le symbole du jeu optimisé, avec... Alors c'était Battle of the Bridge. Alors attention, Battle of the Bridge, on est sur des scénars où vous avez souvent, c'est un petit peu la mode en Angleterre, ils font des tournois, vous avez des énormes rivières qui traversent toutes les tables de jeu, et vous vous battez souvent pour un pont sur les gates, donc c'est assez marrant en termes de trucs. Là, ça a permis de mettre en avant la Death Star de Gob, qu'on retrouve notamment au WTC, qu'on a vu fonctionner pas mal en format hyper compétitif, on va appeler ça comme ça. Donc vous avez un énorme pack là c'est en la 91, enfin, je veux dire ça n'a pas de sens. 91 gobelins de la nuit, les fanatiques, même pas de Retière dans ce cas-là, vous vous rendez compte, on joue même pas de Retière sur ces packs-là. C'est des packs de 90, le mec gratte des points, c'est honteux. Et en fait, vous allez avoir un énorme pack qui va se déplacer souvent avec de l'élémentalisme. C'est pour ça que là, il y a un level 4 élémentalisme qui a 2 power scrolls, de manière à lancer 3D et prendre les 2 plus intéressants, enfin 2 fois dans la game, du coup 2 fois une fois, enfin 2 sorts dans la game, vous pouvoir le faire. Il a le familier de savoir de manière à choisir ses sorts. Donc en fait, quand vous choisissez vos sorts, dans ce cas-là, c'est super simple. Vous allez toujours prendre la téléportation du pack.
et le tir et le -2 à la save. Alors, très important, je sais qu'il y a des joueurs qui aiment pas comment fonctionne ce sort-là. Je vous rappelle, le Mystical Pathway, le site de l'Elementalist, ce n'est pas de centre à centre que vous déplacez l'unité. Il y a un graphique dans le bouquin de règles qui vous explique comment mesurer. Donc en fait, vous allez simplement déplacer votre unité à 12 pouces de là où elle était. Et pour mesurer les 12 pouces, vous prenez un point, n'importe quel point d'une figurine du pack avant de bouger. Et vous devez avoir au moins un point de votre unité qui est dans les 12 pouces de cette unité-là. Donc ça fait des énormes mouvements. C'est un petit peu contre-intuitif, on n'aime pas, mais c'est comme ça que le sort fonctionne. C'est ce qui fait qu'il est fort. Hein. Si ça serait 12 pouces de centre à centre, Game Workshop l'aurait écrit comme ça. Là, c'est absolument pas le cas. Encore une fois, je vous le rappelle, vous avez un graphique qui vous explique comment mesurer les unités à The Old World. C'est dans les principes généraux, je crois, tout au début du bouquin. Donc voilà, c'est très très fort. C'est assez sympa. On note qu'il met 2 big boss gobelins standards qui rentrent dans les packs. Donc c'est, encore une fois, c'est assez sympa. Ça fait des petits PEV avec un petit peu plus de points de vie, de commandement ou autre que du gobelin de la nuit. Donc c'est cool. Et les 2 packs de Squig Hopper, donc vous le rappelle, le Squig Hopper, les chevaucheurs sur Squig, grosso modo, quand vous allez débuter, je vous conseille de les jouer en ordre dispersé, c'est-à-dire vous allez les mettre en pack. À partir du moment où vous avez commencé à maîtriser un petit peu votre jeu, quand vous arrivez dans du jeu optimisé ou autre, vous les jouez toujours en tirailleur. L'objectif de ce pack, ce n'est pas d'impacter, c'est de faire une zone à 15 pouces globalement où l'adversaire n'a pas envie de venir. Idéalement, c'est derrière des infranchissables. En fait, avec les règles de mouvement aléatoires, etc., vous allez pouvoir impacter, prendre de vitesse et charger n'importe quoi. Si vous voulez des gros packs qui vont juste courir vers l'adversaire et le défoncer, donc pas les jouer en contre-charge, auquel cas vous mettez des packs de 15, 20, etc. et vous pouvez les mettre en ordre dispersé, mais encore une fois, c'est vraiment très très bien. Quand vous débutez, quand vous voulez pas vous prendre la tête, forcément vous avez un petit peu d'XP, vous verrez, tous les joueurs, malheureusement, bien sûr il y aura des contre-indications, mais tout joueur un peu optimisé ou qui veut, ou qui commence à maîtriser le jeu, préférera largement le tirailleur à le resserrer pour ça. Ensuite vous avez la triplette de balistes, les 2 Doomdiver et le lance-roquette. Le lance-roquette, pardon, je suis pas encore en 1 du chaos, et la catapulte. Ça vous permet de mettre une énorme puissance de feu dans la tronche de l'adversaire, et surtout c'est des unités qui vont vraiment profiter des soleils, du soleil des boosts que vous avez en orc et gobelin, notamment en WAG, vous avez un sort qui fait relance des as pour toucher, toujours bien pour vous balistes, et plus 1 à la PA. Et le bonus de PA. Et le bonus de PA, en fait, sur les catapultes, ça va vraiment faire la différence, y compris sur la baliste, hein, c'est très bête, mais PA-4, PA-4 d'un seul coup, même les Bretoniens n'ont plus leur 6+, n'ont plus leur save à de 3 qui passe à 6, là ils en ont plus du tout, et de la même manière, une figurine qui a une save à 2, être capable de la faire passer sur une 6 et puis sur une 5, c'est une division par 2 en fait des capacités de tanking, donc ça fait vraiment la différence. C'est une liste qui est très forte, ça joue sur l'un des gros points forts, les énormes packs d'infanterie. Les énormes packs d'infanterie sont très très bons à The Old World, c'est les packs d'infanterie moyenne qui sont en général pas ouf. Les packs de 20 à 25, ça fait rarement le boulot si vous n'êtes pas de l'infanterie lourde, globalement. Hein. Les gros packs d'infanterie régulière sont vraiment très forts. Là c'est vraiment optimisé parce que tir empoisonné, attaque empoisonnée, plus l'élémentalisme qui permet de remplacer le pack. Dans une version où on nous a expliqué que l'infanterie était morte quasiment dès que le jeu est sorti, ça fait du bien d'avoir des mecs qui sont capables de vous rappeler que non, si vous jouez l'armée, vos unités correctement, avec les bonnes combinaisons, avec les bons trucs, même l'infanterie de base est capable de faire le taf. Donc voilà, bien joué à eux, bien joué aux gobelins et au roi des tombes de nous rappeler que l'infanterie existe. Bon, je vous dirais ça, vous avez vu les listes nains avec les gros blogs. Voilà, ce jeu, tout est possible, c'est un truc de malade. Bon, on a fini les racailles, on va passer aux armées de légende. Allez, on regarde ça tout de suite. N'empêche que je suis une légende. Merci Perceval. Du coup, les nains du chaos. Allez, on va commencer tout de suite. 3ème sur 22 en Angleterre, tournoi début novembre. Assez amusant, mais qui a gagné contre de Lombet, double chaman plus doublette de spawn, donc assez marrant, qui fait une égalité contre de l'exilé, ça c'est très fort, pourtant l'exilé était pas là pour déconner. Double Pégase plus le Sinople, donc le mec a vraiment éteint son cerveau de manière à jouer cette liste. Et ça lui a fait juste une égalité contre cette liste-là du chaos. Alors c'est une liste assez standard dans ce que vous allez avoir.
Vous avez le patron sur Taurus, alors il met un seul manteau de pierre, donc il se contente d'une endurance de 7. On peut faire mieux, on peut arriver à 9. Bon, ça lui bouffe tous ses objets magiques, là il a préféré mettre des petits combos. L'armure de fer météorique, ce qui fait qu'il a une 5+. Une 5+ d'armure, il a mis au pire, voilà, le manteau de protection, etc. Donc voilà, des petites règles sympas. Des choix un peu surprenants, mais bon, il a fait voilà. Je préfère le Lamassu, hein, pour ceux qui ont suivi sur ce que je disais, notamment sur la chaîne de 40K Wargamer sur l'un du chaos. Je préfère le Lamassu au Taurus, mais il y a des combos qui sont sympathiques aussi à faire avec ça. Un petit level 2, en général, le petit level 2 comme ça en démonologie, il va aller dans un pack de manière à les booster. Très bon sort de boost en démonologie, celui qui file le vol, celui qui file plus une attaque plus 1 à la PA. Ça peut vous permettre notamment d'avoir des packs de Black Orc qui seront capables d'aller faire avoir un impact très rapidement. Et au pire des cas, ça peut vous permettre d'accompagner ou de rester avec votre lance-roquette pour avoir les relances, donc faire un petit peu le rôle d'un ingénieur qui en plus à 18 pouces sera capable de balancer le primaire en démonologie. Si vous n'avez pas choisi un primaire qui fait -1 pour toucher, des choses comme ça. Bon, il y a de quoi faire. On note le hobgoblin, le can, sur loup qui va rentrer dans un pack, et l'Iron Demon en Steam Canonade. Alors, on voit très peu de la version full corps à corps, va être capable de démonter au tir, de tirer comme un canon orgue. C'est toujours très intéressant, donc c'est 2 dés d'artillerie tir, force 5. Attention, un rappel très important, les sorciers nains du chaos ne font relancer les dés d'artillerie qu'aux machines de guerre. Donc ça veut dire que ça ne marche pas sur un canon Apocalypse, qui est un behemoth, et sur l'Iron Demon, qui est un chariot lourd. Faites vraiment gaffe à ça. Alors, peut-être que j'ai dit l'inverse dans la vidéo de 40K Wargamer, il faut que je regarde de nouveau. Mais voilà, faites gaffe à ça, c'est pas si évident. Notez aussi, chose très importante et surprenante, il a choisi de jouer son patron Black Orc. Il ne l'a pas joué sur Wyvern, choix niveau 1, choix niveau 2, chariot orc. Là, il l'a joué sur un chevalier, sur un cochon. Donc ça lui file les 360 de ligne de vue. Donc pour la contre-charge, c'est très intéressant. Et au pire des cas, quand il va dans un pack, il fait le boulot. À regarder aussi s'il y a des combinaisons qui sont intéressantes. T'as le mec dans le pack de Hobgoblin. Mais voilà, faut vraiment faire gaffe à ce genre de petits tricks qui peuvent vous permettre. On le voit notamment en Homme Lézard, qui joue de plus en plus de fois le patron Saurus sur sang-froid. Avoir des petits persos de clause qui sortent à 360, où ils vont passer entre les unités et faire le boulot, ça peut commencer à être sexy. Niveau démon, écoutez, moi j'ai un principe de base. Korn, j'ai trouvé que l'armée ne ferait jamais rien. Le seul truc que j'ai trouvé de bien dans le Korn, quand à la lecture du bouquin, c'était comment ça s'appelle, le buveur de sang et le canon à crâne. Bah écoutez, là le mec alors c'est un top 4, ok, sur un petit tournoi, 3 rounds, 12 places, mais ça correspond au tournoi qu'on voit le plus en France. En France, on voit beaucoup de journées, de conventions de jeux où il y a beaucoup de monde, et de tournois qui vont être entre 10 et 15 personnes. Donc c'est assez cohérent en fait en termes de méta par rapport à ce qu'on a. Ou le mec avec un prince démon de corne, donc chose que je pensais même pas ça être très intéressant. Je l'ai pris une fois dans la gueule, mais mon adversaire a déchaté, donc forcément j'ai un biais cognitif là-dessus. Un petit héros de corne avec une bannière, ok, why not. Des chiens de corne que je trouve vraiment pas bon, mais lui il joue 3 packs. 3 packs ça a fait le boulot, donc bien joué à lui. 3 packs de sanguinaires, pareil, je trouve pas les sanguinaires super intéressants. On est sur un mec qui a été chercher 935 points en base. Les listes standards qu'on voit en bas, c'est vraiment le minimum, où ça va être à 25%. Vous avez des listes des stars, où là vous allez avoir un gros pack, et ensuite ça va compléter, vous allez être en moyenne à 600-650 points. Là on est sur un mec qui a quasiment fait 50% de base, donc vraiment très impressionnant. Et les 2 packs de sanguinaires sur Jugger en spécial. Voilà, une liste, quand je la vois sur le papier, je me dis qu'elle gagnera jamais. Au final, le mec a gagné contre... il perd contre une liste White Dwarf en Empire. Bon, ok. À voir comment la game s'est passée. Mais il bat un exilé qui jouait 2 double Pégase et 2 bombardes. Très peu de fun dans cette liste-là. Il a battu, donc GG à lui. Et ensuite, une petite victoire contre l'ogre. Alors là, on n'a pas la liste. Mais ouais, assez intéressant. Des bonnes petites choses. Est-ce que c'est une liste qui joue full agressive? Je pense, clairement. La liste, c'est du corn, c'est fait pour aller tabasser.
Mais bien joué à Luce, parce qu'encore une fois, une liste qui sur le papier, ou en tout cas en première lecture du bouquin, n'était pas la plus sexy, quoi. L'elfe noir score. L'elfe noir score énormément en ce moment, on en voit beaucoup sur les podiums, on voit beaucoup de listes, alors c'est souvent soit du double sorcière, soit du double dragon, des fois les deux, double sorcière sur dragon. Assez amusant, des bons petits trucs. Ça joue avec le focus familiar qui permet d'augmenter la portée des spells directement, d'aller choper des trucs hors ligne de vue, enfin voilà. Très tricky, très sympa. Beaucoup de harcèlement, on voit beaucoup de Dark Riders en base, on voit beaucoup d'ombres en spécial. Là, on est sur 3 packs de 10 ombres, autant vous dire que le mec est pas là pour déconner. La liste a une bonne puissance de feu, surtout en appuyant avec les balistes derrière. Vous avez même le vieux pack de 10 arbalétriers. En gros, celui-là, je vais vous le dire clairement, pour moi, celui-là ne sert que à rentrer dans le scénar tour de guet, sans avoir à émettre des ombres. Donc je pense que c'est vraiment le pack sur le scénar tour de guet qui est là pour le prendre, et le reste de l'armée court partout, met des pruneaux, et quand il y a besoin, allez, on envoie le dragon pour aller calmer des trucs. Liste guérilla, ce qui est souvent très dur à jouer, ça fonctionne de fou en elfe noir, c'est très bon en elfe noir. Là il a choisi les 2 sorcières level 4. Je pense que c'est un enfer à affronter, on va pas se mentir, je pense que c'est très compliqué à affronter. L'homme lézard existe, oui messieurs. Alors c'était pour Thanksgiving, hein. Pour Thanksgiving, vous allez voir pour le 16 et 17 novembre, vous allez voir énormément de tournois qui s'appellent Turkey quelque chose, en rapport avec les dindes. Merci les ricains. Petite liste assez sympathique, un petit prêtre mage en battle magie, donc pareil, pas le truc qu'on voit le plus. Un petit skink sur Stega, donc la machine des dieux, donc ça c'est cohérent. Du pack de 15 skinks, encore une fois, c'est pas ce qu'on voit de plus. 15 skinks, les deux en éclaireur, donc il veut rentabiliser à fond son investissement dans un pack en éclaireur. Son pack de base, pareil, 16 skinks en base. Bon, la taxe de 10 Saurus Warrior, ça on n'y peut rien, hein, c'est triste à dire, mais voilà, c'est 140 ou 150 points si vous mettez les boucliers au pas de taxe. Le petit pack de garde des temples, c'est du Saurus mais capable de faire 2-3 trucs. Petit truc marrant, il leur a mis l'anneau rubis de ruine sur le champion, assez amusant, leur but c'est vraiment de protéger le slan. La doublette de Bastiladon, très très fort, et un Stigadon ancien avec la machine des dieux. Donc voilà, une petite liste Kidaka, du Kidaka, clairement des bons tirs, hein. Vous avez 45 tirs empoisonnés par tour, vous avez les machines des dieux, vous avez le level 4 avec en magie de bataille, qui choisit ses sorts, donc vous allez avoir du vortex, de la boule de feu. Ça tire, ça arrasse, il y a du gros lézard. Bah écoutez, content de voir que ça fonctionne. Royaume Ogre, encore une fois, Turkey Slayer, là, le tueur de dinde. Toujours la même date, alors pas le même tournoi. Une liste assez standard, pareil, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Au niveau des bases en tout cas, avec un gros pack d'Iron Guts, de ventre dur, pardon, et un gros pack de buffle. Alors j'aime vraiment pas les gros packs d'ogre. Je préfère le MSU, je préfère multiplier. Enfin voilà, le bulle, pour moi c'est un pack de 3 en taxe, et on met 2 packs de 4 ventre dur en base, et on doit être à 500 points ou pas loin. Bon, là il a choisi de faire 2 gros packs, un pack de 11, pardon, un pack de 7. Bon, c'est fait pour accompagner les 2 héros. On note, il a fait le choix de ne pas jouer du tout de magie. Donc on est sur un tyran de corps à corps et une grande bannière. Donc c'est des choix assez couillus, mais écoutez, si ça fonctionne, qu'il mise tout sur la dissipation à la hache, bah GG à lui. Ce qui est amusant, c'est qu'en général, quand on dissipe à la hache, on aime bien jouer les crocs de sabre. En fait, les crocs de sabre qui sont de très bons chasseurs de sorciers à pied. Là, il a fait le choix de pas les jouer, donc pareil, assez couillu. Un petit Iron Blaster, bon voilà, il y a tout ce qui fonctionne en ogre. Du Lead Belcher par 4, alors pareil, j'ai joué récemment contre l'ogre, je préfère jouer 2 packs de 2 pour profiter du champion qu'à CT4. Là, il a fait le choix de pas mettre de champion du tout. Donc que des choix qui sont assez surprenants. Après, on est sur un petit tournoi, 3 rondes, 8 joueurs. Il a gagné contre une Wak Nomade. Donc un mec qui lui fonce sur la gueule, donc il va être encore plus content d'y aller. Il perd contre du Broto, alors pas du Broto exilé, une liste White Dwarf avec un pack d'exilés, un pack de Graal, etc. Ce qui est assez cohérent. Et par contre, ce qui me surprend, c'est qu'il a gagné contre un guerrier du chaos. Alors guerrier du chaos doit jouer 2 géants et un prince démon. Donc pareil, je pense qu'on était sur un petit tournoi un petit peu, on va dire, casu, où les mecs jouaient pas forcément les listes les plus méta. C'est à prendre en compte. Je pense pas que la liste soit très efficace, mais elle existe. Skaven. Le Skaven qui est très amusant en ce moment parce qu'il fait plein de top 1, top 2. Pourquoi ? Parce qu'en fait personne ne sait jouer contre.
donc comme personne ne sait jouer contre, il y a des trucs à faire. On est sur le standard du Skaven qui se fait actuellement, donc la doublette de Prophète Gris qui font le boulot. Là, il n'a pas joué de cloche, donc ça c'est assez intéressant. De Prophète Gris à pattes, de petits ingés par principe, hein, c'est pour débloquer les unités. Il a choisi de jouer deux gros packs, enfin un gros pack et un petit pack de coureurs d'égout. Un gros pack et un pack un petit peu plus petit de globadier. Donc on est sur quelqu'un qui, je pense, s'est dit, voilà, les gros, je vais les gérer à coup de globadier. Et je pense que, enfin, à coup de tir empoisonné et de globadier, je pense que ça fonctionne. C'est dans ce sens-là. Alors, pardon, j'allais dire une connerie, mais il joue en démonologie. Alors, démonologie, il y a quelque chose qui est très amusante. Vous avez le sort qui fait plus 1 en force, plus une attaque aux figurines et plus 1 à la PA des armes. Et comme vous avez plus 1 à la PA des armes, ça peut fonctionner sur les armes de tir. Donc ça peut vous permettre d'améliorer soit la PA des coureurs d'égout ou la PA des Jedi. Donc c'est toujours à prendre en compte. Moi je dis pourquoi pas. Ça a l'air de fonctionner. Vous avez donc encore une fois la démonologie pour filer du vol à vos unités, donc vous êtes capable de vous mettre hors de charge de l'adversaire. Il joue quand même des rats géants, donc rats géants pas évident à jouer, parce que commandement pas terrible. Un profil qui a été nerfé en début. Bon, il gagne contre un orc et gobelin en liste White Dwarf, donc bon, voilà. Il gagne contre une liste Empire avec tank à vapeur et beaucoup de chevaliers. Sa liste est un très bon compte pour ça. Et donc il bat un roi des tombes avec dragon, doublette de scorpion, doublette de nécrosphinx. Donc pas une liste des plus évidentes à affronter. Mais il a gagné. Donc l'air de rien, le Skaven a peut-être plus de ressources que ce qu'on pouvait lire, ce qu'on pouvait penser de base, hein, moi le premier. Si on arrive à en effet du Skaven qui, sans évolution de méta, donc sans forcer un format Throne of Schools, ou un format compétitif, on va dire, hein, pas forcément l'appeler Throne of Schools, on va l'appeler compétitif, peut répondre aux grosses unités, et ça va être plutôt cool. J'ai discuté avec un joueur Skaven, en fait, notamment on parlait des globadiers, et les globadiers, vous savez, qui font 1 des 3 touches. Et il disait, ouais, mais regarde, les joueurs disent, ouais, mais 1 des 3 touches, machin, c'est pas terrible, ça compense pas. Mais au final, vu que 1 des 3 touches, là, c'est l'équivalent à une touche qui fait damage des 3 quand vous tirez sur une grosse figurine, au final, c'est pas trop con. Ça permet d'arriver à un nombre de G pour blesser qui est assez intéressant. Vous allez faire 8-9 G pour blesser sur du 6 sur un gros, sur un behemoth. Vous allez le blesser aussi facilement que si vous aviez qu'un seul jet pour blesser, mais que vous faisiez des 3 dev ou des 3 PF derrière. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Les vampires. Bon, là on est sur du classique ou classique. Alors le joueur a même eu la flemme. Hein. Je veux dire, même l'écriture de sa liste, il y a eu un gros coup de flemme. Du double mortis. Le double mortis qui fonctionne toujours aussi bien. Non, pardon, un seul mortis sur celle-là. Je confonds avec une liste que j'avais vue. Là, voilà, le level 4 sur Mortis avec en nécromancie, voilà. Spam de nécromant. Spam de tir. Donc on a 2 Banshee, 2 Terror Guest. Donc on est vraiment capable de souffler sur l'adversaire. Et après des petites unités qui sont là pour empêcher l'adversaire de bouger, qui sont là pour exister. Hein. Le pack de 10 squelettes à poil, à part filer de l'attention chef au nécromant, il sert pas à grand chose. Ça fonctionne. Chose qui est assez intéressante, c'est que vous retirez un level de magie au 2e level 4. Et la liste est valable en Throne of Schools, Formatos. Donc assez intéressante. Du spam de balus de com, du spam de trucs. Ça fonctionne. Il a battu une liste vampire White Dwarf. Bon, ça veut dire c'est le côté sympa. Il a surtout battu une liste exilée avec une Death Star de Pégase. Donc 5 Pégases, 3 persos dedans et le Sinople. Donc très très bonne liste. Et il a battu un roi des tombes culte mortuaire qui jouait Arch et Necrosphinx, donc qui jouait un petit peu avec les mêmes armes, malus de commandement, mais lui à première vue le faisait mieux. Donc voilà, plutôt intéressant. Pareil, il fait le choix de pas mettre de grandes bannières, donc on peut s'attendre à ce que s'il joue contre de l'arche, il peut se faire avoir à son propre jeu, c'est-à-dire se prendre des rafales améliorées d'arche dans la bouche. Au final, il a gagné, donc bien joué à lui. Et on a fini. Alors, petite vidéo qui aura duré moins d'1 heure. Je tenais à ce qu'elle tienne moins d'1 heure parce que c'est souvent un petit peu long quand on fait l'Aius complet. Mais ouais, voilà. Comme je vous l'ai dit, des petites évolutions de la méta, des choses assez intéressantes. Toujours pareil, l'objectif c'est que vous soyez au courant de ce qui fonctionne.
comme je vous l'ai dit, les points intéressants, le Broto qui commence à ne jouer qu'un seul pack de Pégase, ou qui commence à en jouer un seul boosté plutôt que deux un petit peu light. Donc ça fait moins de points pour le reste. Des choix complets qui se font, des gros packs d'infanterie qui commencent à bien briller dans la méta. Des listes Empire un peu plus White Dwarf. Alors l'Empire va avoir son Arcane Journal là d'ici un mois, le 11 janvier ça sera sorti. Donc on aura le perso spé qui file encore plus 1 pour avoir le toss, on aura la liste des chevaliers impériaux qui va briller, donc ça peut être bien sympa. On va avoir la liste de Nuln, pareil, avec des nouvelles unités, plus de Gunline, plus de Daka, etc. Donc des belles petites choses qui arrivent pour l'Empire, le Skaven qui brille, les joueurs qui s'adaptent et qui commencent à bien maîtriser leur codex et leur liste d'armée, pardon, leur bouquin d'armée, et qui commencent à scorer. Plutôt agréable, vraiment très content de ce qu'on voit dans cette méta de décembre 2024. Le prochain point méta qu'on fera, alors on fera sûrement une petite liste sur un petit point sur ce qui s'est passé au WTC. À l'heure où je tourne, ils sont en train de finir leur tournoi, là, la ronde. La ronde là on est dimanche matin, donc il y a déjà eu des grosses infos, il faut que j'aille voir un petit peu les scores, histoire de chambrer un peu les guildes qu'on a sponsorisées. Mais il y aura un point là-dessus, et on va avoir normalement en janvier deux petites choses qui devraient arriver. Le premier, donc la fac annuelle, donc avec les errata, etc. Là, je pense que ce sera surtout des errata, des choses qui vont modifier, des petits changements de règles une fois par an, c'est très très bien. Histoire de calmer ce qui était un petit peu trop fort en 2024. Ou alors ils diront, bah non, la méta évolue naturellement là-dessus, on n'a pas envie de le faire bouger. Et surtout, on devrait avoir un pack pour jouer en tournoi qui devrait arriver, avec potentiellement l'intégration des règles Chrono Schools dans un espèce de rule pack pour tournoi. Donc ça va en énerver plus d'un, donc déjà je trouve ça très très bien. Puis surtout ça permettra de compenser un petit peu ce qu'on a vu avec certaines listes qui étaient un petit peu trop faciles à jouer sur cette première année 2024. Donc voilà, beaucoup d'espoir pour Game Workshop sur ce qu'ils vont sortir en janvier. Un Arcane Journal et potentiellement 2 suppléments assez impactants, donc déjà ça nous fera des vidéos pour la chaîne. C'est très bête, hein, mais le contenu c'est toujours bien. Et ça permettra de filer un petit peu de piquant et de revaloriser un petit peu la méta, et pas uniquement en attendant la sortie des journaux arcaniques. Donc voilà. D'ici là, pensez à commenter, vous abonner, partager dans vos groupes de joueurs, réagir. Si j'ai dit de la merde, n'hésitez surtout pas à le faire remarquer, c'est même très important et c'est très probable. Hein. Ça reste encore une fois mon avis à moi, comme le disait un certain abo Corbac, c'est pas Dieu le Père, c'est vrai. Voilà. Donc si j'ai une connerie, n'hésitez pas à le dire. Pour ceux qui sont les plus motivés, qui sont encore là, n'oubliez pas, on a le Discord de la chaîne, vous pouvez venir discuter, faire du warroll avec nous, parler de vos listes, parler des règles, parler des petits trucs, etc. C'est pas un safe space, clairement, donc si vous dites une connerie, on vous dira que vous dites une connerie. Si on dit une connerie, on accepte de la même manière qu'on nous dise bah t'as dit de la merde. On y met quelques petites aides de jeu, des petits rappels, il y a des discussions très intéressantes sur les stats, des choses comme ça, enfin voilà, tous les petits trucs un peu poussés qu'on aime bien mettre en avant. Bref, outro, encore une fois, beaucoup trop longue. Merci d'être resté et on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo.